tous et bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la pénurie d'eau dans certains quartiers de Dakar. À Ouakam, la situation est très difficile à vivre pour les populations en quête du liquide précieux. Un reportage à suivre dans ce 20h. Mouvement d'humeur des étudiants orientés dans le privé devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Au même moment, les travailleurs de l'Institut Pasteur étaient également en sit-in. Ils s'insurgent contre la diminution des salaires et du personnel. Sommet européen du développement, le parrain Youssou N'Dour a rencontré le ministre belge de la coopération et du développement. Les deux hommes projettent d'établir une coopération dans la formation des jeunes. Et puis en football, les Lions du Sénégal en terre croate pour la préparation de leur match amical face à la Croatie. L'ancien sélectionneur Amara Traoré demande à Aliou Cissé de démarrer avec sa meilleure composition possible. Voilà le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'eau ne coule plus des robinets dans certains quartiers de Dakar. À Ouakam, la situation est très difficile à vivre pour les populations en quête du liquide précieux, comme vous allez le remarquer dans ce reportage signé Souadou Ndiaye et Yafaraba. L'eau, ce liquide précieux est recherché à Ouakam. Depuis hier soir, Paine Boudou est sorti des robinets, un véritable calvaire pour les habitants de Ouakam. Depuis hier à 20h, on n'a pas d'eau. Voilà, et on est très fatigué. Voilà. J'ai pu trouver 2 bouteilles d'eau à l'intérieur de l'école. Depuis hier, j'ai vu les femmes ici en train de prendre des bidons, d'aller chercher de l'eau. Et surtout dans le mois de carême, vraiment c'est pas facile. Notre quartier, le décor ne change pas. Bidon et bouteilles d'eau en main, nous sommes à la cité avion. Ici aussi, la pénurie d'eau est un casse-tête, surtout chez les jeunes. C'est difficile. Hein. Je prie aux autorités de faire le plus maximum d'efforts, hein, vraiment pour la population. Parce que vraiment, c'est pas marrant, quoi, vraiment, c'est difficile. Parce que quand tu n'as pas d'eau, vraiment, tu peux rien faire. Sans eau, on ne peut rien faire. Ouakam, Nyaritali, Parcelles Asseni, Grand Yoff, tous ces quartiers vivent le même calvaire. Une pénurie récurrente. Excédée de la situation, la population appelle les autorités à prendre les responsabilités. Nous parlons à présent du sit-in des étudiants orientés dans le privé. Ils se sont rassemblés devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Le paiement des 14 milliards dus aux écoles de formation privées, le report des examens de la licence du BTS, entre autres préoccupations soumises au secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur qui a rassuré plutôt ces étudiants. Aminata Mbaresso, Mbaye Diouf pour les détails. C'est un sitting devant l'immeuble abritant le ministère de l'Enseignement supérieur. Une énième manifestation pacifique des étudiants orientés dans les instituts privés pour éviter d'autres expulsions. Il y a un problème qui était là. L'argent n'avait pas été payé. Donc à leur niveau, eux ils ne prennent pas l'argent pour payer. Mais à travers peut-être leur caniveau, il pourra faire porter le message au ministère de l'Enseignement supérieur, lui aussi qui est un ministère technique, qui pourra faire quelque chose pour que le ministère de la Finance puisse solder la somme qu'il doit à ces instituts. Avant de quitter les lieux, ils ont été reçus par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. L'ardoise de 14 milliards de francs CFA due aux établissements privés sera traitée. Le ministère, pour ce qui le concerne, pour la première tranche 2016-2017, a payé à hauteur de 5 milliards. Il reste devoir aux EPS 5 autres milliards pour le complément 2016-2017. Entre autres préoccupations des étudiants qui restent tout de même en suspens, le report des examens du BTS. Nous leur avons dit que le BTS est un examen national dont l'organisation ne relève pas exclusivement de notre département. Nous pourrons éventuellement, le ministre, dans le cadre du gouvernement, avec ses autres collègues en qui il a en charge cette question-là, voir les possibilités de réaménagement dans la mesure du possible, de sorte que personne ne soit lésé. La Fédération des écoles privées du Sénégal déroulait ainsi son plan d'action
pour exiger le paiement des 16 milliards de francs CFA dus par l'État du Sénégal, un scénario que ces étudiants du privé ne veulent plus revivre. Vous l'annoncez également dans les titres de ce journal, diminution des salaires et du personnel. Le syndicat national des travailleurs de la santé de l'Institut Pasteur de Dakar dénonce cette décision au sorti du conseil de fondation du mois d'avril est en recul, déclare le conseil des délégués qui était en sit-in ce matin devant les locaux de l'Institut. Un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Khadim Sissé. Ils ont assuré le service jusqu'à 12 heures avant de porter des brassards rouges. Ces travailleurs de l'Institut Pasteur de Dakar ne veulent pas d'une diminution des salaires et du personnel. Le conseil d'administration a donné mandat à notre direction de trouver des solutions avant le prochain conseil qui va se réunir au mois de juillet. Et dans ça, ils ont dégagé deux axes, à savoir proposer à ce que on réduise les charges salariales ou bien et aussi réduire aussi le personnel. Face à la situation, nous avons tenu une réunion le lundi passé. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils entrevoyaient de faire. Ils nous ont dit clairement que la solution consistant à Fadim Dramé, je suis de charges salariales et les personnes sont inéluctables. Face à ça, on a reporté à nos mandataires. Ils nous ont demandé de dire vigoureusement comme quoi que nous ne sommes pas d'accord. Un déficit budgétaire d'1,6 milliard serait la cause de ces décisions de la direction. Ils ont décrit une situation budgétaire, ils disent qu'il y a un déficit budgétaire, un déficit financier et qu'il faut combler et que ça passe nécessairement par ça. Et puis nous disons non, le déficit financier, ce qu'il a amené, c'est qu'ils ont fait de mauvais investissements par rapport à des équipements qu'ils ont achetés pour l'unité de fièvre jaune, qui supporte 40% de notre budget. Et ils ont fait de mauvais choix d'équipement et pourtant les fautifs sont là. Ils ont acheté du matériel, ils ont investi 1 milliard de francs CFA, acheté du matériel sans cahier de charge. Ce sit-in, la première étape de leur combat à la direction de l'Institut. L'on nous indique que l'administrateur est hors du pays, donc pas disponible pour le moment d'apporter une réponse aux nombreuses doléances soulevées par ces travailleurs. Maïmouna Ndiaye, toujours sur le front social, 2 mois après la rencontre du président de la République et le Sud-Just, le syndicat des travailleurs de la justice menace d'aller en grève dans les prochains jours. Ces travailleurs de justice comptent observer une cessation collective conformément à la loi pour fustiger le silence de l'État qui avait demandé un délai d'1 semaine. C'était le 5 avril dernier. El Hadji Boun Malik Diop, son secrétaire général, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibou Diouf. Nous ne menaçons pas, mais nous prenons l'opinion publique à témoin parce que nous avons été reçus par la première institution de la République, à savoir Monsieur le Président de la République, le 5 avril. À l'occasion de cette audience, il nous a manifesté sa totale adhésion à la satisfaction des doléances que nous lui avons posées. Et il avait instruit les ministres de la justice et du budget de s'acquitter de certaines modalités préalables à sa décision. Mais depuis lors, il nous avait demandé 1 semaine à 10 jours. Mais aujourd'hui, ça fait 2 mois que nous attendons. Nous avons fait preuve de patience et surtout de responsabilité. Maintenant, c'est toujours pour donner une marge de manœuvre à l'État que nous avons alerté, et tout en disant que notre patience a atteint ses limites. Ces limites, et c'est une limite raisonnable, parce que quelqu'un qui te dit que je vous reviens dans 1 semaine à 10 jours, vous lui accordez 60 jours, je crois que patience ne peut pas être aussi large que cela. Et puis le secteur du bâtiment et des travaux publics dans le dur. En effet, l'État leur doit 75 milliards de francs CFA. Le syndicat national des acteurs du secteur face à la presse ce matin demande l'implication personnelle du chef de l'État. Compte rendu signé Mambiram Diouf et Tierno Laurent Mendy. Des dizaines de milliards réclamés à l'État, l'appurement intégral de la dette exigée par Djaraf Daw et ses camarades pour le redressement de leur secteur d'activité en agonie. Rien que les 3 entreprises majeures que sont CDE, FA Sénégal et CSE, entre 2016 et 2017, l'État leur doit 75 milliards. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces entreprises ont des difficultés. Et les difficultés, c'est nous, travailleurs, qui payons les pots cassés.
Pour la bonne et simple raison, plusieurs chantiers sont arrêtés. Effectivement, quand on parle d'arrêt de chantier, ça veut dire que les travailleurs sont licenciés. Ou d'autres, il y a certains chefs d'entreprise qui gardent toujours l'espoir d'être payés, qui nous ont demandé d'approuver, de faire des chômages techniques. Mais là aussi, c'est une catastrophe. Ça va se répercuter au niveau des sous-traitants. Parce que toutes nos entreprises utilisent la sous-traitance. Pourquoi tarder à sortir de la précarité des milliers de travailleurs et redonner des meilleures perspectives à l'emploi si les caisses de l'État sont bien remplies, s'interroge-t-il. L'État doit être en mesure de nous payer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le ministre l'a dit, Birima Mangaya, qui dit que les caisses de l'État sont pleines. Comment peut-on avouer que les caisses de l'État sont pleines et qu'on ne paye pas, surtout pour des travaux qui ont été déjà réalisés et inaugurés? La violation des droits des travailleurs par des multinationales et étrangères aussi dénoncées. C'est les entreprises chinoises la plupart du temps, turques. Dans toutes ces entreprises, surtout chinoises, vous ne pouvez pas trouver un travail qui peut te sortir un bulletin de salaire. J'ai fait le tracé Nioro-Dingirai. Il n'y a aucun travail qui peut te brandir un bulletin de salaire. C'est une catastrophe. Le syndicat national des travailleurs de la construction, bâtiment du bois et TP privé du Sénégal demande des journées nationales sur la construction pour une bonne organisation du secteur. Nous restons avec ce syndicat qui dénonce la hausse du prix du ciment, 5 000 francs CFA de plus sur la tonne. Son secrétaire général, Jaraf Ndao, que je vous propose d'écouter, il est toujours interrogé par Mambiram Diouf. Pour moi, l'État doit réguler tout ce qui se passe ici. Si on permet à 3 entreprises dans le secteur de fédérer leurs forces pour augmenter comme ça, comme ils le veulent le ciment, ça veut dire que l'État a failli. C'est la première lecture que je fais. Maintenant, j'ai écouté le ministre du Commerce qui a dit que lui, il ne voit pas pourquoi on augmente le ciment. Et il va instruire ses services pour voir comment cela va être abouti. Donc nous restons, nous pensons que quand même ils vont prendre les responsabilités. Parce que ça, si on laisse passer, ça va être quand même une première très dangereuse. Parce que demain aussi, ils peuvent se lever pour dire que maintenant ce n'est plus 5 000, c'est 10 000. Tu seras obligé d'acheter du ciment parce que tu vas avoir un toit. Parlons à présent de toute autre chose. À Diourbel, des bergers sont très en colère. Ils s'insurgent contre la saisie de 100 têtes de bœufs qui appartiennent au père d'une personne présumée voleur. Une saisie effectuée par un commissaire-priseur à qui il demande de restituer les bêtes. Pour eux, le père du présumé voleur ne saurait répondre des actes délictuels d'un fils majeur et père de famille. Babacar Diouf pour les détails. Un des leurs avait été arrêté pour le vol de 25 moutons. Le tribunal de grande instance de Kaolack lui a infligé alors une peine de 2 ans ferme, assortie d'une amende de près de 8 millions. L'affaire s'est produite courant 2017. Le jeune homme refusa de payer la dot et interjeta appel. Entre-temps, le commissaire-priseur procède à la saisine d'une centaine de bœufs qui appartiendraient au père du présumé voleur, selon les bergers venus en masse protester à Diourbel devant le commissariat de police. nag yi ñu ngi leen fii gurgur til leen fii nag yi baag yëpp jaay nañ leen benn yëkk bi 2 millions 500 la ko jëndoon bu sural yeneen kaban yi yëppoon yëpp wiise yi kaajo nañ ko wiise Kaolack bi ak wiise bu Diourbel ñoo ko kaajo jaay ba mu jeex takk des na juróom fukki nag ñu ngi lancé appel na président de la république ñoo ngi ko ci jooytu mu dimbali ñu ki ñu jàpp moomu nay Ousmane Ka moom nay 3 moo ci nekk markem boobu 3 moo ci nekk na ci yoon wax bu ci yoon wax li wiise bi def nay loolu la ñu def ñun ñu ñëpp ben jeek tak d'accord ngeen d'accord nañ hein d'accord nañ pare ngeen deec min pare nañu deec. Une injustice selon le député Adama Sow pour qui le père ne saurait répondre des actes délictuels d'un fils majeur et père de famille. Son fils a commis un vol, paraît-il, mais lui il estime que son fils est assez majeur puisque son fils a 35 ans. Par conséquent, il est responsable de sa famille, il est responsable de tous ses actes, de toutes ses actions. Par conséquent, il ne peut pas être d'accord que l'huissier puisse venir chez lui pour récupérer ses 100 têtes de bœuf. Alors, pour eux, il faut que justice se fasse et que les biens saisis qui appartiennent à toute une famille soient restitués au centime près. 100 têtes de bœuf, ça concerne toute sa famille. Ça concerne ses enfants, ça concerne ses femmes, ça concerne ses filles. Par conséquent, il réclame justice. Il restitue vraiment l'ensemble de ses biens. Le commissaire priseur à qui nous avons voulu tendre notre micro a décliné l'offre sous prétexte qu'il
qu'il n'est pas autorisé à parler. L'univers des transferts d'argent et son lot de problèmes. Au Sénégal, ces points de service sont implantés un peu partout, occasionnant une concurrence déloyale. Le problème de sécurité se pose également, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Cheikh Diop et Diafaraba. Ces points de transfert d'argent sont visibles dans beaucoup de coins de la capitale. La proximité entre ces multiservices complique la tâche à certains gérants. Auparavant, pour ouvrir un point Wari, il y a des personnes qui font de la géolocalisation. Avant d'ouvrir un point, une personne vient dans le secteur, il localise le point. Quand tu as un point, il faut avoir 500 mètres pour ouvrir un autre point. Mais pour le moment, on l'a tout laissé. Tu peux ouvrir n'importe quel point. C'est pour cela que le travail est totalement saturé. Il y a beaucoup de points, mais il y a aussi des points inutiles. Parce que tu peux rester parfois un mois sans qu'on te demande ceci ou cela. Pour cet agent, la proximité entre les multiservices n'a pas trop d'impact sur le travail. Ça ne cause pas de problème parce que on fait la concurrence par fond, je peux dire. Il y a beaucoup de différences dans ce que tout dépend de la clientèle et du fond même, surtout du fond. Ces travailleurs qui évoluent dans le secteur de transfert d'argent évoquent également les problèmes liés au réseau. Chaque presque mois, on conserve des problèmes de réseau. Et chaque mois, on paye 24 000 visas sur l'Internet. Mais on travaille une semaine, 2 semaines, problème d'Internet. Au-delà des difficultés notées dans le transfert d'argent, ces travailleurs devront aussi maîtriser les astuces des malfaiteurs qui constituent une autre menace. Cheikh Diop, à Diamniadio, les habitants de Dougar ont étalé leur frustration lors des journées de solidarité organisées par les habitants. Elles dénoncent le manque d'eau, d'électricité et de structures sanitaires. Leur porte-parole Idrissa Faye, que je vous propose d'écouter au micro d'Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samba. En journée de solidarité et de communion, les populations de Dougar à Diamniadio listent les maux auxquels elles sont confrontées. Des problèmes liés au manque d'eau, d'électricité, mais aussi l'absence de structures sanitaires. Le problème de Dougar, c'est en première position, c'est le problème d'eau. Parce qu'on a remarqué que le problème des branchements sociaux, quand on demande des branchements sociaux, ça tarde à venir. Deuxième problème, c'est l'électricité. Nous confrontons à des coupures récurrentes dans Dougar. Il y a beaucoup de coupures. Vraiment, c'est difficile. Des fois, il y a 24 heures, on n'a pas d'électricité. Ce n'est pas facile à digérer. C'est une population de 10 000 habitants. Dans le domaine de la santé, la population de Dougar ne dispose pas de maternité. Un seul centre de santé, c'est une population de 10 000 habitants. Nous ne disposons pas d'ambulance. Préoccupés par ces nombreux manquements, ces habitants de Dougar interpellent les autorités municipales. On lance un appel aux autorités de la commune de Diamniadio, surtout monsieur le maire de la commune, vraiment, pour qu'ils nous aident. Vraiment, ce n'est pas facile. On peut lancer qu'un appel au niveau des autorités pour qu'ils nous aident à électrifier, à renforcer aussi l'électricité. Voilà, c'est ça le principal problème. Des habitants de Dougar qui s'étonnent d'assister à la naissance d'une nouvelle ville à Diamniadio alors qu'il existe des localités qui ne disposent d'aucune infrastructure de. C'est plutôt un reportage d'Ousseynou Thiam. Le pont de Savoigne, construit dans les années 60, s'est effondré à cause d'une voiture surchargée qui voulait forcer le passage. C'était ce matin, le chauffeur a été sauvé sur place. Les populations des 14 villages environnants appellent l'État du Sénégal à réhabiliter l'infrastructure. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Une partie du pont de Savoigne construit dans les années 60 s'est effondrée ce mercredi vers 3 h du matin. À l'origine, cette voiture 4x4 qui voulait forcer le passage, plongeant ainsi 14 villages dans l'isolement. Parce que le pont-là était d'une utilité publique car reliant Savoigne et ses villages environnants et les villages qui longent la route nationale comme Mboltogne, Ndélé jusqu'à Ndiaye-Mbrès. Les villages de Mboltogne, Ndélé, Diagambal, Ngomen, Mbodjen, entre autres, sont aujourd'hui sans eau depuis l'incident. Le tuyau qui menait vers ces localités a été également endommagé. En cette période de Ramadan, des milliers de personnes sont ainsi privées d'eau potable. Le tuyau qui traversait le pont s'est cassé. Vous voyez, nous sommes en période de Ramadan et ce qui est sûr,
tant qu'on n'a pas réflexionné ça, vraiment le village de Savoigne va mourir de soif et vraiment ce n'est pas du tout souhaitable, c'est écœurant et c'est difficile ce que la population est en train de vivre aujourd'hui. L'effondrement du pont aura plusieurs autres répercussions sur le quotidien des populations si sa réhabilitation tarde à se concrétiser. Pour éviter cela, les victimes lancent un message à l'endroit du président Macky Sall. Vous savez, les élèves de Savoigne et environnants qui devaient fréquenter le collège de Mboltogne aussi doivent contourner, voire même 7 km pour accéder au collège. Vous voyez que c'est écœurant et ce que nous demandons, c'est que l'État du Sénégal vienne en aide à cette population parce que seule une mesure urgente peut régler ce problème. Le chauffeur est sorti sain et sauf, mais il a tout de même causé d'énormes difficultés aux paysans et ouvriers qui chaque jour ralliaient le reste du pays grâce à ce pont. Reparlons des déchets plastiques, en partie à cause de la rareté des poissons en mer. En tout cas, les pêcheurs en sont persuadés. Ils s'engagent à combattre ce fléau et invitent l'État du Sénégal à prendre des mesures nécessaires. Un sujet signé Habib Faye et Modou Diop. Ces déchets plastiques deviennent l'ennemi numéro 1 des pêcheurs en mer. Ils constituent une entrave selon eux. Avant tout, mettez. C'est dur, très dur. Depuis 4 à 5 jours, nous rentrons bredouilles. La pêche n'est pas bonne. Il y a trop de déchets plastiques en mer. Des tasses à jeter, des sacs en plastique. On y voit tout. Certains jettent des objets plastiques dans la mer sans savoir que c'est des déchets toxiques. 8 millions de tonnes de plastique avalées par l'océan par an causent la mort des différentes espèces. Présentement, même nos moteurs sont en panne. La pêche, il est très difficile de trouver du poisson. Vous voyez, ces poissons-là, je les ai ramassés en mer. Mais ils notent qu'il y a des espèces qui attirent les plastiques. Défendre l'environnement, un combat quotidien pour ces pêcheurs. Ils y invitent le gouvernement. Nous sommes responsables de cette situation. Nous pêchons avec des filets interdits. Nous demandons au président de la République le renforcement de la surveillance de la mer, en collaboration avec les pêcheurs bien sûr, car avec nous le contrôle peut être plus strict. Combattre la pollution plastique, thème de la Journée mondiale de l'environnement, les pêcheurs s'engagent à éradiquer ce fléau qui gangrène leur activité. À présent, notre reportage Ramadan. Plus de 40 degrés à l'ombre à Matam. Les populations observent difficilement le jeûne à cause de la forte chaleur. Les sachets de glace presque introuvables coûtent entre 100 et 400 francs CFA alors qu'ils se vendaient à 50 francs CFA. Une correspondance signée Ali Bandelnian. C'est un véritable calvaire pour les jeûneurs dans cette partie au nord du pays. Une forte canicule qui a fini de compliquer le ramadan de cette année dans la région de Matam. Le thermomètre qui grimpe dès les premières heures de la matinée pour dépasser les 46 degrés en milieu de journée. Le ramadan cette année, c'est très difficile au Fouta. Comme vous le voyez, il fait excessivement chaud. Vraiment cette année, on ne sait pas, mais les conditions sont très difficiles. Non seulement il fait chaud, les gens ne mangent plus à leur faim, même le bétail souffre. Véritablement, nous sommes très fatigués. Face à cette forte chaleur, les activités sont au ralenti. Les ouvriers et autres fonctionnaires profitent des premières heures de la matinée pour dérouler leurs activités. Dans les villes comme Matam, le fleuve est devenu un lieu de convergence. On jeûne dans un moment trop difficile même. D'ailleurs, il y a de la poussière. Deuxièmement, il fait très chaud, 45, 46, 47 degrés. Mais grâce à nos guides religieux qui sont là, bon, on partage la chaleur ici avec eux. Si tu vois, il y en a énormément de VA qui sont dégagés ici et aller à Dakar, parce que là-bas c'est plus frais qu'ici. C'est pour diminuer la chaleur, sincèrement. Parce que sans cela, bon, c'est trop chaud. De la glace à l'heure de la rupture, les villageois qui arrivent de l'intérieur de la région viennent de partout pour en trouver à Ourossogui et Matam. Les sachets qui se vendaient à 50 francs sont vendus aujourd'hui entre 100 et 400 francs. Depuis le début du mois, toutes les localités de Hombo, de Belinaibi, de Hamarabé, on vient ici pour trouver de la glace. Nous achetons dans les familles ici entre 50 et 100 francs et nous faisons le transport jusqu'au village. C'est pourquoi la glace coûte cher. Mais c'est le cas.
En attendant la tombée des premières pluies marquant le début de l'hivernage, les populations de Matam poursuivent le jeûne dans la souffrance. Aujourd'hui, le climatiseur n'est plus un luxe, mais bien une nécessité. Et vous l'annoncez également dans les titres de ce journal, Journée européenne de développement. Ce mercredi, Youssou N'Dour a rencontré le ministre belge de la coopération et du développement, Alexandre De Croo. Les deux hommes projettent d'établir une coopération dans la formation des jeunes. L'artiste s'est également entretenu avec le directeur général du COSEC, venu rencontrer des partenaires au bénéfice des chargeurs. Les détails avec notre envoyé spécial sur place, Daniel Diouf. La formation des jeunes dans les métiers de l'audiovisuel et de l'art, l'axe principal d'un projet de coopération. Alors, on a discuté spécifiquement sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire la formation des jeunes dans le monde audiovisuel. Un monde qui se développe très très rapidement, où il y a des opportunités énormes au Sénégal, mais bien au-delà de cela, mais où on doit faire un effort supérieur pour donner les jeunes la possibilité d'apprendre le vrai métier. Et là, je pense que Youssou N'Dour peut être un parfait ambassadeur pour d'abord être un peu le magnète, l'aimant, comment est-ce qu'on dit, je me trompe de mot, d'attirer les jeunes, mais aussi de bien comprendre quels sont les vrais besoins. L'artiste, ministre conseiller, convaincu que ce volet formation-apprentissage s'impose. Il y a nécessité de renforcer les capacités pour le bien de l'art, pour le bien de la coopération, parce que bon, la coopération aussi, elle est culturelle. Elle est culturelle parce que c'est la culture qui va maintenir les fondements de cette coopération, et je me réjouis de ce dynamisme du gouvernement belge actuel qui est vraiment sur le terrain. Ce mercredi, Youssou N'Dour a également rencontré le directeur général du COSEC, venu s'enquérir des possibilités de partenariat. Il était tout à fait normal qu'on saisisse cette occasion pour venir, disons, accompagner le Sénégal, n'est-ce pas, rendre un peu plus visible notre pays, et c'est important. C'est un cadre de rencontre, il y a beaucoup de B2B, c'est surtout les B2B même qui nous intéressent le plus, parce que ça va nous permettre, n'est-ce pas, de tisser des relations en articulation avec nos missions. Ce jeudi, la délégation sénégalaise prend part à la conférence de haut niveau du secteur privé de l'Afrique de l'Ouest. L'équipe nationale du Sénégal de football est en Croatie. Après leur entraînement ce mercredi soir, les Lions vont effectuer encore une séance jeudi sur la pelouse du stade où va se dérouler la rencontre Croatie-Sénégal ce vendredi à 14 h. Ils resteront à Osijek jusqu'à dimanche avant de rejoindre l'Autriche. Les détails avec l'envoyé spécial du quotidien Record, Bakary Cissé. L'équipe vers les coups de midi 45, c'est-à-dire 10h45 GMT, qu'elle a foulé le tarmac de l'aéroport d'Udiville. Et après quelques minutes de formalités policières, les joueurs ont rejoint directement leur bus pour rejoindre leur hôtel. Ils ont une séance d'entraînement au complexe du stade d'Osijek. Donc la grande particularité, c'est que tous les Lions sont restés silencieux. Il n'y a aucune déclaration qui a été faite pour l'instant. Et que ce soit Aliou Cissé ou ses joueurs, personne n'a pipé mot. Ils sont venus après quelques salam alek, ils ont rejoint leur bus pour rejoindre directement leur hôtel qui leur servira de tanière jusqu'au dimanche, date à laquelle l'équipe va quitter la Croatie pour rejoindre l'Autriche. Donc demain il y aura encore une autre séance d'entraînement de veille de match à la pelouse du stade qui abritera la rencontre ici à Osijek. L'ancien sélectionneur Amara Traoré s'est également prononcé sur l'équipe nationale du Sénégal. Amara Traoré, qui soutient qu'Aliou Cissé doit présenter sa meilleure équipe possible face à cette équipe de Croatie. Nous l'écoutons au micro de Seynou Diop. L'heure du débat est terminée. Maintenant, c'est l'heure de la concrétisation. Il reste un match contre deux matchs, la Croatie et Croatie. Moi, je souhaite que contre la Croatie, qu'ils mettent. Peut-être chaque entraîneur a ses stratégies. Mais vraiment, mon souhait, c'est que contre la Croatie, il met
Et je pense qu'il va mettre l'équipe qui va débuter la Coupe du Monde. Parce que là, il n'y aura plus de temps d'essai. Il reste 2 matchs. Il reste 2 matchs maintenant pour corriger. Normalement, le dernier match c'était fait pour affûter. Aliou et son groupe, ils doivent tout faire pour que contre la Croatie, ça soit le match référentiel. Parce que cette équipe-là a besoin d'un match de référence où les gens vont prendre confiance. Le peuple va prendre confiance. Aujourd'hui, les gens, ils ont une boule dans le ventre. Ils ne sont pas libérés, ils ne sont pas lâchés. Cette équipe-là a quelque chose que l'équipe de 2000 n'avait pas. Cette équipe-là a Sadio Mané. Je me disais, on avait Diouf à l'époque. Mais Sadio Mané, aujourd'hui, en termes de confiance statistique, il a joué la Ligue des Champions en finale. Et puis les présentations des poules de cette Coupe du Monde 2018. On commence aujourd'hui avec le groupe A. Le groupe A où se trouve le pays organisateur, la Russie en compagnie de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et de l'Uruguay. Ce dernier pays cité par favori alors que l'Égypte sera handicapée par la blessure de sa star, Mohamed Salah. Cher Sadibou Diarra, Chérif Dia. Un super favori et une bataille à 3, c'est ainsi qu'on peut appeler le groupe A de la Coupe du Monde Russie 2018. L'Uruguay, vainqueur des éditions de 1930 et 1950, part largement favori de ce groupe, s'appuyant sur un collectif dur au mal et au long vécu. Les Uruguayens visent le dernier carré pour leur 13e participation. Leur atout, le redoutable duo d'attaque Suarez et Cavani. Pays hôte de la compétition, la Russie veut compter sur son public pour réussir un bon mondial. Pas au mieux depuis son catastrophique Euro 2016, les coéquipiers du gardien de but Igor Akinfeev espèrent franchir le premier tour pour leur 4e phase finale de Coupe du Monde sous leur nouvelle bannière. L'Arabie Saoudite, de retour au mondial 12 ans après, a cette même ambition pour sa 5e participation. Coaché par l'Argentin Juan Antonio Pizzi, les Saoudiens comptent sur l'efficacité des attaquants Mohamed Al-Salawi et Fawad Al-Mawalad pour égaler leur meilleure performance, une 8e de finale en 1994. Ce sera aussi le grand retour pour l'Égypte qui complète la poule. Le pays va participer au mondial après 28 ans d'attente. Les Pharaons, dirigés par l'expérimenté entraîneur argentin Hector Cooper, ambitionnent de passer le premier tour pour la première fois en 3 participations. Ce qui ne sera pas facile à cause de la blessure de sa star Mohamed Salah, qui ne serait opérationnel qu'au 3e match de l'équipe. De mes places au groupe B. Voilà, c'était tout pour cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.